Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Exercice d'explication de la gouvernance de talent aux populations. Wilfried Léon Mbedji était face à la population de Savè. Occasion pour les citoyens d'exprimer leurs doléances. Le point dans ce journal. Dans le dossier santé de ce mardi, on parle bien-être, beauté et jeunesse. Une jeunesse qu'on a envie de conserver. Mais comment s'y prendre? Conseil des spécialistes dans un instant. Des instructeurs niveau 2 de judo sont au Bénin. Renforcer les capacités et relever le niveau des athlètes béninois pour faire valablement face aux compétitions. C'est l'objectif de la mission. On en parle dans ce 13h. Après Banté, Savè accueille l'exercice d'explication de la gouvernance talent entrepris par le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léon Mbedji tente d'apporter des éclairages à ce qui n'est pas compris dans l'action gouvernementale, mais il prête surtout d'abord une oreille attentive aux doléances des citoyens. Face au porte-parole du gouvernement, il y avait les autorités locales, cadres natifs de Savè et bien d'autres acteurs locaux réunis au centre culturel de la localité. Témoin de la rencontre, Pierre Adayossi. Des mots d'assurance du porte-parole du gouvernement qui donne le sourire aux Tchadais venus nombreux à cette séance de vérité. Mais au-delà de tout, Savè reconnaît et salue les actions de l'exécutif qui l'ont transformé en 8 ans. Comment ne pas évoquer la construction de notre majestueux hôtel de ville qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Tchadais où qu'ils se trouvent. Les importants travaux routiers réalisés, notamment sur les axes Savè-Kétou et Savè-Okeo. Dans le domaine sanitaire également, la construction de l'hôpital de zone Savè-Ouessé est devenue une réalité patente. Nos quartiers et villages se sont par ailleurs métamorphosés grâce à la densification du réseau électrique ainsi que le réseau de la Sonel. En dépit de ces pas de géant posés par le gouvernement à Savè, la population a toujours la main tendue. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le chômage, l'accès au microcrédit et surtout la succubée. Il faudrait qu'ils travaillent sur ça. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui, ces gens sont à la maison. Par rapport à la fermeture de Succubé, il m'a rassuré qu'ils sont en cours, qu'il va voir le ministre de Commerce. Arrivé à Cotonou, qu'il va voir le ministre, s'il va le ministre, donc c'est sûr qu'on aura un bon résultat. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Okpara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. S'il y a une doléance qui est beaucoup revenue dans les échanges, c'est la libération des enfants de Savè encore en prison pour leur implication dans des violences électorales. Leur libération serait vécue comme un événement majeur qui soulagerait les populations et permettrait à Savè de tourner définitivement la page de cette douloureuse parenthèse de son histoire. Dans une famille, parfois, on peut se battre. On peut avoir des disputes. Des frères et sœurs se battent, oui ou non? Et quand ils ont fini de se battre, maman appelle, elle tire les oreilles, papa appelle, il va gifler, il dit ne recommencez plus, et puis l'harmonie revient dans la famille, n'est-ce pas? Dans une république, c'est la justice qui fait ça. Quand des enfants ont déconné, et que c'est assez grave, c'est la justice qui le fait. Le président de la République peut être comme le tonton qui vient voir papa pour dire bon, mon garçon est là déconné hier, mais je sais que tu es fâché, il faut laisser. Et je sais que le président Talon il fait ça. Pour que ceux qui ont à charge la justice, ils accélèrent les procédures et que quand ils ont fini, le pardon que lui peut accorder au nom de tout le pays, qu'ils puissent le faire. Et vous avez les preuves, puisque certains sont déjà sortis. Les autres dont les cas sont à l'étude, une fois que ce sera fini. S'il y a des mesures que le président peut prendre
pour leur permettre de retourner dans leur famille, en espérant qu'ils ne vont plus jamais recommencer ces fautes, ces erreurs, même s'ils sont induits en erreur par des plus grands. On espère que cela n'adviendra plus et que notre famille, la famille Bénin, sera à tout jamais une famille unie, une grande famille. Vous êtes jeunes et les problèmes des jeunes sont un problème parce que ce n'est pas la première fois que vous remontez à tous les ministères ce qui vient des jeunes, ce qui vient des populations, pas que les jeunes, ce qui vient de toutes les populations, mais qui est remonté vers son excellence le président Patrice Talon. À la fin de la séance, tout le monde est visiblement satisfait. Franchement, c'est une joie immense. Et ce qui s'est passé aujourd'hui à Savè, c'est inédit. Et nous remercions le porte-parole du gouvernement. Il a été franc dans son palais. Ce que le gouvernement peut faire ou avait programmé à faire, il a fait souligner ça. Ce qu'il ne peut pas faire, il n'a pas fait une fausse promesse. Le porte-parole du gouvernement promet de revenir à Savè dès que le besoin se fera sentir. Parlant des actions gouvernementales, il y a un chantier très remarquable qui se dresse entre la place des Martyrs et le palais des congrès à Cotonou. Les futurs immeubles administratifs rutilants de mille feux la nuit. Les Cotonois, témoins du spectacle, ne sont pas indifférents. Voici quelques regards de citoyens captés par Génia Lafouda Moussi Aboka et Benol Djogui. C'est un joyau pour le Bénin. Ça, moi, c'est un joyau. Je passe devant le palais des congrès, je vois ces bâtiments, ces tours qui sont vraiment présentables. Je remercie le gouvernement, ils ont fait l'effort de construire de beaux bâtiments. Je les remercie. Je suis persuadé que ce plan est acceptable. Et il me sera difficile de dire au bout de ce micro qu'il y a des Béninois qui vont contester, rejeter ce bienfait. Tout serait centralisé et les démarches à mener seraient dans le même emplacement. C'est très bien. Très utile. Moi, j'apprécie ce projet parce que ça va réduire les tracasseries. Parce que lorsque vous voulez faire maintenant des papiers et dans des ministères, vous êtes obligé de courir entre ministère et ministère. Alors que ce joyau maintenant, vous pouvez faire vos papiers en un seul endroit. Moi, je vois que c'est très bon. C'est bon pour notre pays. Il faut que les gens encouragent ça, c'est bon. En transition au dossier santé du jour, parlons des traumatismes. Qu'ils surviennent par accident de la route, accident de travail, agression, violence ou autre, les traumatismes sont extrêmement lourds de conséquences. Un véritable problème de santé publique au Bénin. Le mal peu connu n'est pas suffisamment documenté. Et pour y remédier, le projet PRD 2022 Vigitrauma a été lancé pour mieux renforcer la surveillance des traumatismes pour des actions éclairées et efficaces. Au lancement du projet à l'Institut régional de santé publique, Wenceslas Aroimont et Ulvaïus Balogun. C'est la 3e cause de décès dans le monde et ses conséquences sont extrêmement lourdes avec des incapacités partielles ou permanentes, physiques et psychologiques. Chaque année, on estime que les traumatismes engendrent plus de 5 millions de décès dans le monde. Cela fait 14 000 personnes par jour qui meurent de traumatisme. Ils représentent 11% du taux de mortalité mondiale, 13% de toutes les années de vie perdues ajustées sur l'incapacité. Des chiffres effrayants qui montrent combien le traumatisme est un lourd tribut. En cause, les accidents de la route, les conflits et les violences interpersonnelles. Malheureusement, au Bénin, les chiffres sont incomplets et pas suffisamment documentés. Pour inverser la tendance et permettre d'avoir une meilleure surveillance des traumatismes, le projet Vigitrauma est né. Son objectif global est de contribuer à l'élaboration des politiques de prévention adéquates en visant à mettre en place au Bénin un modèle intersectoriel de surveillance épidémiologique des traumas
violence, handicap, qui soit surtout adapté aux besoins du pays. Nous l'avons élargi aux accidents de la vie courante, nous l'avons élargi à tout type de traumatisme et de violence, et notamment les violences basées sur le genre. Dans ce cadre, 2 doctorats vont être menés. Il y aura aussi des masters qui vont être financés, mais il y aura aussi des soutiens à des travaux de recherche. La diffusion et la valorisation des résultats de la recherche qui sera mise en œuvre permettra donc d'appuyer l'élaboration des politiques publiques. Et c'est là que nous devons aller. Le projet Vigitrauma, prévu pour durer 5 ans, vise à améliorer et renforcer la capacité de surveillance des traumatismes, violences et handicaps au plan national et régional. Qui parle santé parle bien-être et qui parle bien-être parle aussi de beauté et jeunesse. Une jeunesse qu'on a tous certainement envie de conserver. Mais comment faire pour prendre de l'âge sans vieillir? Chénia Lafouda Moussia Boka, Ramontou Lawani et Benol Djogbe nous donnent quelques astuces à travers le dossier du jour. Prendre de l'âge sans vieillir, c'est bien possible. Et pour rester jeune, il est nécessaire d'adopter une routine. Celle-ci implique une hygiène corporelle au quotidien. Il faut faire un petit gommage et il faut hydrater la peau également. Les soirs, pareil, se démaquiller, exfolier un peu et faire une crème de nuit. Le gommage, c'est purement bio. Vous pouvez prendre un petit café, la papaye, l'aloe vera. Mis à part les soins journaliers qu'on fait à la maison, il faut au moins passer à l'institut 1 fois par mois. Sinon, les soins journaliers, vous le faites au moins 3 fois par semaine, ça peut aller. Prendre soin de sa peau n'est qu'une étape dans ce processus de bien-être. Une activité physique régulière est aussi indispensable. Beaucoup de personnes, quand ils vont au sport, d'abord c'est pour se soulager de quelque chose. La première des choses, c'est genre se sentir bien d'abord. La deuxième, c'est quand la personne est en surpoids. On peut dire, bon, je veux faire mon sport pour perdre du poids. La troisième, par exemple, il y a d'autres qui le font pour maintenir leur corps. La pratique de ces activités renforce déjà la condition physique. Ça me permet de citer Usain Bolt. Quand Usain Bolt était en activité, vous-même vous avez vu en fait comment son physique se présentait. Il a fallu qu'il arrête de courir, qu'il arrête de faire ces activités qu'il faisait au quotidien pour qu'on voit, il a poussé du ventre. C'est pareil aussi pour les footballeurs. Psychologiquement, ça nous aide à mieux nous concentrer. Ça développe ta concentration, tu restes plus focus. Et le sport réduit le stress. Minimum 3 séances par semaine. Au plus 1h30. L'alimentation aussi joue un rôle déterminant. Dans notre assiette, nous avons tout ce qu'il faut comme molécules pour combattre ces autres molécules dans le corps qui luttent contre ou qui favorisent le vieillissement. Alors quand je parle de molécules, ce sont les radicaux libres dans notre corps. Les radicaux libres s'attaquent à nos cellules et donc ça favorise le vieillissement. Il faut éviter ce type d'aliments-là pro-inflammatoires, mais également prendre des aliments qui favorisent notre bien-être, essentiellement les agrumes. Donc les agrumes, c'est citron, pamplemousse, tout ce qui est fruits en général, les légumes à feuilles vertes également. Mais on va également citer le thé. Le thé est très riche en antioxydants. Nous avons également le chocolat noir qui est riche en antioxydants. Et pour finir, je vais parler également des herbes et épices. Nous les utilisons très peu, mais il faut savoir que les herbes et les épices, en parlant du curcuma, en parlant du gingembre, en parlant de l'ail, ce sont des aliments qui sont très riches également en antioxydants. Selon certains spécialistes, la génétique ne joue qu'à hauteur de 20%. Chaque personne a donc le pouvoir d'influencer sur les 80% restants. En somme, rester beau, belle et bien dans son âge est bel et bien chose possible.
Parlons environnement à présent avec l'ouverture de la 29e conférence des parties sur les changements climatiques. Bakou en Azerbaïdjan mobilise les négociations et dirigeants du monde. Il faut trouver un autre consensus autour du climat, notamment la finance climatique, principal point d'achoppement des négociations. William Tchoki. La mobilisation n'est peut-être pas à la hauteur de la dernière conférence des parties à Dubaï, mais ici à Bakou, en Azerbaïdjan, la 29e conférence sur le climat s'ouvre avec un moment de vérité sur l'accord de Paris. Négocier le montant de l'aide financière des pays développés à destination des pays en développement pour qu'ils se développent sans énergie fossile et s'adaptent aux effets d'un climat plus extrême. Appeler les dirigeants des pays développés à montrer que les négociations sur le climat ne sont pas au point mort. Renoncer à l'idée que le financement de l'action climatique est une œuvre de charité et enfin renouer un nouvel objectif ambitieux dans l'intérêt de chaque nation. La COP29 sur le climat s'ouvre aussi avec une autre inquiétude, l'éventualité d'un autre retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Et le Bénin, comme toujours, est au rendez-vous de ces négociations sur le climat. Pour mieux tirer profit de cette participation, les délégués ont été missionnés avec une feuille de route bien précise. En Afrique de l'Ouest, il fait partie des pays les plus touchés par le dérèglement climatique, un phénomène impactant tous les secteurs stratégiques de son développement. Pour rationaliser cette présence aux négociations, le Bénin attribue à chaque délégué une mission précise avec des thématiques d'exploration bien définies. Une solennité rééditée à cette 29e conférence des parties sur les changements climatiques. Par rapport à ces différentes thématiques, il faut forcément donc des délégués pour suivre et faire le point par rapport aux orientations, aux stratégies en matière de politique en ce qui concerne le Bénin, pour que le Bénin puisse savoir non seulement s'il tient sur la trajectoire, mais en même temps les efforts à fournir et suivre aussi si au niveau des autres pays, si les engagements qui sont pris, si ces engagements sont respectés. Les températures continuent d'augmenter, nous avons encore des pluies abondantes. Le Bénin étant un pays vulnérable donc aux effets néfastes des changements climatiques, doit faire face à l'adaptation et renforcer la résilience de ces communautés. Et donc pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir aller sur le nouvel objectif quantifié et pouvoir faire le point du bilan passé et se projeter, voir l'engagement des différents pays à cette convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à pouvoir obéir à leur CDN. Des lettres de mission remises à ces délégués, des recommandations pour tirer meilleur profit de cette grand-messe sur le climat, dont les points d'orgue sont d'infléchir la trajectoire de réchauffement climatique et l'aide climatique aux pays vulnérables. Et au plan national, des initiatives se font connaître pour la protection de l'environnement. Tenez, le chapitre Bénin de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a organisé une campagne de salubrité dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, en marge d'une cérémonie dénommée Libération des ancêtres. Alain Sotouma. Campagne de salubrité et éducation aux règles d'hygiène. Tels sont les objectifs de cette initiative dénommée Mouvement Vert Céleste. Elle est mise en œuvre par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Il s'agit d'une activité que le fondateur, disons le révérend Sam Myang Moon, avec Hadj Ahad Moon, ont dénommé le Mouvement Vert Céleste. L'humanité telle que Dieu l'a voulu au départ n'est pas ce que nous assistons aujourd'hui. L'homme devait prendre soin de l'environnement pour que l'environnement soit véritablement vert. Aujourd'hui, nous avons les effets du changement climatique qui ont de conséquences néfastes sur l'humanité entière. Et c'est en vue de ça que l'initiative est prise.
il faut reconnaître que le Bénin fait partie des premiers pays où cette initiative a été implémentée avant de s'étendre dans environ 13 pays aujourd'hui. Avant cette sortie pour le nettoyage, les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification ont procédé à une cérémonie dite de libération des ancêtres. C'est pour corriger ce qui ne s'est pas bien passé. Si nous voulons être honnêtes, nous ne posons pas toujours de bons actes. Quelquefois, nous sommes surpris même des actes que nous posons parce que nous sommes liés. Du point de vue du lignage, nous avons un lien étroit avec nos ancêtres, nos parents, papa, grand-papa et autres, tout ça. Mais si ce fait que pendant qu'ils étaient ici sur la terre, ils n'ont pas eu à vivre conformément à la volonté de Dieu, à mener une vie de bien, il y a des répercussions sur nous. Donc nous avons besoin de comprendre cela. En mettant l'accent sur la salubrité de l'environnement, l'ONG veut inscrire dans les comportements quotidiens des gestes qui protègent la nature et l'homme. La seconde session ordinaire du Conseil départemental de concertation du Borgou au titre de l'année 2024 s'est ouverte le vendredi dernier en présence des autorités de la préfecture du Borgou et de celles des 8 communes du département. Retour sur l'ouverture des travaux avec Ronald Robinson. À la suite de la validation du point de la mise en œuvre des recommandations de la session ordinaire du Conseil départemental de concertation CDCC du 22 février 2024, le plan de développement communal 4e génération de certaines communes a également reçu l'approbation des membres du Conseil. Certes, le chemin a été long à cause des exigences du nouveau guide, car le processus a démarré en août 2022, soit plus de 2 ans de travail acharné. Mais au regard de la qualité de ces documents, on peut affirmer sans se tromper que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. En ma qualité de président de l'ADICOB, je m'engage avec l'ensemble des maires et les secrétaires exécutifs du département à faire vivre ces plans de développement au sein de chaque commune. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer leur mise en œuvre efficace, car ils constituent non seulement des outils de planification, mais aussi des instruments pour la transformation sociale, économique et environnementale de notre département. La préfecture du Borgou a encouragé ces 8 communes pour les efforts consentis dans l'exécution des recommandations et en matière de planification de leurs actions. Au regard des nombreux défis à relever pour le développement durable de notre département et la création des conditions adéquates de vie pour nos communautés, je garde l'espoir que la présente session sera assortie de recommandations fortes susceptibles d'améliorer les indicateurs à divers niveaux. La présente session a enregistré 3 communications portant sur les institutions telles que l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, Population Service International, ABMS, PSI, l'Institut français de Parakou et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, leurs attentes et les opportunités qu'elles offrent aux populations. Un fait de société dans ce journal, on parle du célibat. On s'intéresse à ces personnes qui, en âge de se marier, mais qui s'en abstiennent, ou encore celles qui ont choisi de vivre seules après une union. Pourquoi? Les raisons sont multiples et varient d'une situation à une autre ou d'une personne à une autre. Des citoyens se sont confiés à Boycon et à Savet, à Pierrette Adayossi et Canel Capo. Le célibat, c'est une responsabilité. Se marier aussi, c'est une responsabilité. Mais de nos jours, la majorité des jeunes fuient leur responsabilité, fuient le stress, le manque d'emploi, les charges quotidiennes. Tout ça là amène beaucoup à vivre le célibat. On peut être célibataire avec enfant et aussi célibataire sans enfant. Pour moi, célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas de conjoint, par exemple. Ou soit quelqu'un qui n'a pas encore eu de conjoint. C'est vrai que moi, je me sens bien dans mon couple. Je me sens bien. C'est qu'il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés. Et parfois, tu es là et ton conjoint, celle qui est toujours avec toi, t'énerve et tout. Certains n'arrivent pas à supporter, ils préfèrent vivre seul. Vraiment, si on devait choisir, moi, je préfère vivre seul. Tu ne peux pas rester célibataire à vie parce que même si tu ne veux pas avoir de femme, tu vas avoir d'enfants. Donc, forcément, si tu ne te mets pas en couple, tu ne peux pas avoir d'enfants. Donc, ils finiront par se mettre en couple. Ça, là, c'est clair.
La vie matrimoniale est la meilleure des vies. Selon moi, vous êtes à côté, vous avez quelqu'un à côté. Lorsque vous avez des petits problèmes, vous lui dites. Lorsque vous avez des petits bobos, vous avez quelqu'un pour vous aider. Voilà, ça, pour moi, c'est la meilleure vie. Le célibat est mieux parce que si on se marie, si on a une femme à côté, ce qu'on dépense, ce n'est pas égal à ce qu'on dépense lorsqu'on est célibataire. Être célibataire n'est pas une bonne option. Donc moi, personnellement, je préfère une vie de couple. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme que j'ai créé soit seul. Il faut que je lui vienne en aide en lui faisant un partenaire. Comme ça, quand nous allons dans Genèse 2, toujours verset 22, Dieu amena une femme à l'homme pour qu'elle lui tienne compagnie. Dieu veut que l'homme soit avec sa femme. Quand on parle de célibat, chez nous, c'est un choix. On appelle ça une vocation chez nous. C'est celui que Dieu appelle, qui reçoit l'appel de Dieu pour se consacrer à lui. C'est lui qui vit le célibat à la manière de ce que nous on vit. Ce n'est pas parce que le célibat est meilleur au mariage que nous avons choisi le célibat. Non, nous avons choisi le célibat à cause du royaume des cieux. C'est bon côté, c'est dans la vocation. Ainsi vont les avis et on parle sport à présent avec les athlètes béninois qui s'activent face aux prochaines compétitions de l'athlétisme. Après les formations d'entraîneurs niveau 1 d'athlétisme, les entraîneurs licence CAF de football, c'est au tour des instructeurs niveau 2 de judo. Écho du stage organisé à Abomey-Calavi du 30 octobre au 6 novembre dernier. Pour animer ces activités, le ministère des Sports a fait venir sur place 2 experts de la Fédération internationale de judo. C'est un tournant décisif dans la carrière de ces instructeurs niveau 2 de judo. Après plusieurs jours de formation en Nagewaza et Katamewaza, des techniques de projection pour battre l'adversaire, ces instructeurs reçoivent leur certification. On a bénéficié de beaucoup de choses. Ce qui se faisait entre nous ici au Bénin, eux, ils sont venus apporter un plus à ce qu'on apprenait. Parce que nous sommes coachs, il nous manquait aussi. Ils nous ont corrigé ce que nous faisons. Et ce n'est pas bon, ils nous ont corrigé tout pour pouvoir former nos athlètes. Dans la formation Un partage d'expérience avec Bradik Salvisa, 7e dan, et Franck Moussima, 6e dan, tous experts de l'Académie internationale de judo. La formation des instructeurs de niveau 2 est à l'initiative du ministère des Sports et de la Fédération béninoise de judo. Plusieurs personnes auraient aimé être à votre place aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la chance. Vous avez été ceux qui ont été sélectionnés. Vous avez reçu cet après-midi vos certificats qui marquent un pas dans votre parcours d'instructeur en judo. Ce que je m'en vais vous demander dès à présent, c'est de vous dire, ne vous arrêtez pas de vous instruire. En dépêchant ces experts internationaux sur le sol béninois, le ministère des Sports veut améliorer les performances de ses athlètes pour les futures échéances sportives. Les attentes des jeunes Sénégalais face aux législatives, la guerre en Ukraine, les nouvelles hors de nos frontières, c'est avec Brice Théogracias Menaï. Après les inondations qui ont dévasté son village dans le nord-est du Sénégal, Kadiatoussi se sont abandonnés par le gouvernement à quelques jours des élections législatives anticipées. Les dégâts des inondations et le chômage des jeunes font partie des nombreux défis auxquels est confronté le gouvernement. Cette Sénégalaise de 28 ans fait partie des milliers de personnes déplacées dans l'est et le nord du pays par la crue du fleuve Sénégal à la suite de pluies torrentielles. Avec sa maison, de vastes étendues de terre ont été submergées et le gaille-pain de nombreux cultivateurs anéantis à cause des débordements pendant la saison des pluies. Le gouvernement installé en avril, après la victoire du duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko à la présidentielle, va devoir gérer cette urgence en plus du coût de la vie et de l'émigration clandestine. Ces législatives sont convoquées le 17 novembre prochain
suite à la dissolution du Parlement élu en 2022. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont commémoré sur les Champs-Élysées à Paris le 106e anniversaire de l'armistice de 1918. Les deux dirigeants ont également célébré le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, signée le 8 avril 1904. Pour aplanir les différends coloniaux, Emmanuel Macron et Keir Starmer se sont également entretenus en début de matinée à l'Élysée sur la situation de l'Ukraine et ont réaffirmé leur détermination à soutenir Kiev de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire, alors que la poursuite de l'aide militaire des États-Unis semble plus que jamais remise en question avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La ministre allemande des Affaires étrangères met en garde contre le risque de voir Vladimir Poutine profiter de la période de transition aux États-Unis pour pousser la guerre à son avantage en Ukraine. Son message s'adresse aussi bien aux États membres de l'Union européenne qu'à l'Allemagne, où le flou règne sur la date des élections anticipées après la rupture de la coalition d'Olaf Scholz la semaine dernière. Tout ce que l'Europe peut apporter au soutien de l'Ukraine doit être mobilisé maintenant, a déclaré la ministre, insistant sur le renforcement de la défense aérienne du pays qui se trouve dans une phase décisive de la guerre menée par la Russie. Les diocèses américains d'El Paso et de Las Cruces et celui mexicain de Ciudad Juárez ont organisé samedi dernier une célébration eucharistique en hommage aux milliers de personnes qui sont mortes en tentant d'atteindre les États-Unis. L'Église continuera d'aimer les migrants, elle tâchera toujours de les accueillir, de les intégrer, de protéger leur dignité et leurs droits, affirme l'évêque de Ciudad Juárez, Monseigneur José Torres Campos. Il a également souligné la nécessité de promouvoir des actions en faveur des migrants, de surmonter le péché de l'indifférence et du silence. C'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.